3, 2, 1. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de nos podcasts de l'UGM. Et aujourd'hui, nous allons parler leadership en santé et sécurité. Je suis accompagnée de Stéphanie Kong. Bonjour Sandrine Fourier. Et aujourd'hui, nous sommes reçus par monsieur Olivier Lamarre. Merci Olivier d'avoir accepté d'être notre sponsor sur la thématique de la santé-sécurité pour nos nouveaux managers. On va parler aujourd'hui un peu de votre parcours, parce que ce qui nous intéresse, c'est votre parcours managérial. Et aujourd'hui, vous êtes dirigeant de la DTeam. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, pour ceux qui nous écoutent, ce qu'est la DTeam ? Avec plaisir. D'abord, bonjour Sandrine, bonjour Stéphanie, bonjour à toutes et tous. La DTeam, c'est une grande division industrielle, 5000 collègues, 5000 salariés, dont l'objectif, c'est l'accélération de la performance industrielle du groupe. Et pour ça, on a à peu près les 2/3 des collègues qui travaillent en service des parcs de production nucléaire, thermique et hydraulique, alors pour l'informatique, pour la formation, pour la maintenance, pour les réserves foncières, et puis 1/3 des collègues qui sont en charge directement de la production thermique. Et là, c'est les collègues qui travaillent dans les centrales au gaz, les centrales au charbon, les centrales au fioul, les TAC, les CCG, les centrales au charbon. Et donc 5000 collègues pour l'accélération de la performance industrielle du groupe, fiers de servir l'ensemble des parcs de production. Et ça représente beaucoup de managers, en fait, cette DTeam ? Alors, nous sommes à peu près 250 managers et dans le cadre de cette ambition que nous avons, parce que nous avons donc des métiers très différents, nous avons regardé ce qui nous unissait, malgré la différence de nos métiers, et ce qui nous unit en particulier, c'est une priorité qu'on a donnée à tous les managers de la DTeam et à tous les collègues de la DTeam, le programme d'engagement pour la sécurité. C'est une priorité que l'on place au-dessus de tout, au-dessus de notre raison d'agir et au-dessus de ce que nous faisons au quotidien, pour donner à chaque instant priorité à la sécurité et pour éradiquer les accidents grave et mortel. Je vois qu'on est rentré directement dans le sujet. Je vois bien qu'on est rentré directement dans le sujet. Alors, santé-sécurité, ça évoque quoi pour vous, finalement, puisque c'est si important ? Alors, c'est une conviction que l'on a et, en tant que responsable, c'est qu'on est, charge d'âme, et que quand on aime les gens, on doit tout faire pour qu'ils ne puissent pas se blesser, et encore plus, qu'ils ne puissent pas perdre leur vie au travail hors notre industrie, mais globalement hors l'industrie en France. C'est 500 morts par an en moyenne, encore en France, et c'est juste pas possible. Et quand on a vécu ça, malheureusement, dans sa vie, comme j'ai eu l'occasion de le vivre, de manière très triste, on se dit définitivement, mon engagement premier, par-dessus tout, c'est que les gens repartent le soir du travail en aussi bonne santé que s'ils sont arrivés le matin, plus fatigués certes, parce que ça c'est notre job de leader, parce que, et si possible en ayant la banane, mais aussi vraiment en bonne santé. Et c'est un combat de chaque instant. Est-ce que manager la santé-sécurité, c'était pour toi comme une évidence quand tu as commencé ta carrière de jeune manager ? Alors non, ça serait mentir de dire ça, parce que comme tout le monde, je suis sorti de mes études et on ne parle pas vraiment de ça dans nos études. C'est devenu une évidence en arrivant dans une usine. J'ai eu la chance de débuter ma carrière dans une usine, l'usine du Havre, une usine thermique au charbon. Et là, j'ai vu combien la force des collectives était importante et j'ai vu combien le risque existait, le risque industriel. C'était une prise de conscience et grâce aux managers qui étaient là à l'époque et au programme que nous avions à l'époque engagé pour tenter de nous améliorer en sécurité, parce qu'on partait de très loin, j'ai pris conscience qu'il y avait un sujet autour de ça, et puis la prise de conscience allait arriver un peu plus tard, mais j'en dirai peut-être un mot tout à l'heure. Puisqu'on est déjà dans la thématique qui nous intéresse aujourd'hui, finalement, quels sont les divers événements clés de ton parcours qui t'ont marqué, qui ont vraiment été signifiants dans cette sensibilité exacerbée et nécessaire à la sécurité des personnels ? Les moments clés de ma carrière et finalement les hommes qui ont contribué, parce qu'à chaque fois, en tout cas dans l'industrie, notre histoire, c'est une histoire de femmes et d'hommes, une histoire de collectif, parce qu'on ne fait jamais rien tout seul. Le premier moment clé, c'est justement au Havre, j'en disais un mot tout à l'heure, une accidentologie qui est vraiment très très dégradée. À l'époque, on n'a pas autant réfléchi probablement que ce qu'on le fait maintenant dans le cadre des réflexions pour l'éradication des accidents graves et mortels, mais on se dit déjà avoir une meilleure accidentologie, un meilleur, on disait taux de fréquence à l'époque, ou LTIR aujourd'hui. Ce qui m'a marqué, c'est des gens qui m'ont appris que la sécurité doit être visible. Et l'engagement pour la sécurité doit être visible, et que les managers, les leaders, on ne disait pas leaders à l'époque, mais les managers, ils doivent afficher leurs priorités. Que si on dit que la sécurité, c'est une priorité, c'est ce qu'on a dit à l'époque, il faut que ça se voit. Alors la manière à l'époque dont on le faisait, c'était un peu bizarre, c'était de mettre un grand ruban rouge sur nos casques blancs. C'était une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, puisque c'est un moment où les cadres portaient des casques blancs, les agents de maîtrise des casques verts et les agents d'exécution des casques jaunes. Et les cadres, voilà, vous n'avez pas vu ça. Non, moins de 40 ans. C'est là que je
je me dis que les années passent. Quand on était en visite sécurité, volontairement, on rajoutait en plus un bandeau rouge sur le casque blanc. Tout le monde se moquait de nous. On disait, c'est quoi, c'est les Indiens qui arrivent, je sais pas quoi. Enfin, ça faisait un peu ridicule. Mais dans ce cas-là, en sécurité, ou comme pour l'ensemble de ces convictions managériales, quand on a des convictions, il ne faut pas avoir peur de les porter, il ne faut pas avoir honte de les afficher. Et donc ça, c'est le premier moment clé. Être convaincu que si on croit en quelque chose, en tant que leader, il faut le faire savoir, il faut l'afficher. Et quand on croit à la sécurité, il faut que ça se voit de loin. Un peu plus tard, dans la centrale nucléaire de Chaux que j'ai dirigée, je l'ai suggéré, ou je l'ai fait faire à l'ensemble des collègues managers de manière un peu différente. Plutôt qu'un ruban rouge, on mettait autour de nous un brassard jaune fluo, où il y avait écrit sécurité dessus, un peu comme quand on va en discothèque, où on a des videurs avec le brassard sécurité. Ça pouvait faire un peu ça, mais ça pouvait surtout faire que ça se voyait de très loin, le brassard fluo, et que quand tous les managers d'une usine sont avec un brassard fluo et que pendant un arrêt de tranche, on est présent de partout sur le terrain, et bien de partout, on se dit flûte, ça vaut peut-être le coup, moi en tant qu'individu, de penser sécurité, puisque visiblement tous les leaders ici, tous les managers pensent sécurité. C'est un peu la peur du gendarme, mais je crois aussi parfois que c'est utile. Et Olivier, tu es particulièrement connu pour tes visites terrain, ta présence terrain, même je vais aller plus loin que ça. Moi, j'ai déjà croisé des managers qui m'ont dit Olivier, il s'intéresse à nous et ce qu'on apprécie, c'est qu'ils retiennent souvent les prénoms. C'est une remarque que j'ai eue en allant moi-même sur le terrain. Et du coup, comment toi, tu incarnes finalement cette exemplarité, tu en parlais tout à l'heure, sur les visites terrain, comment tu portes la sécurité justement dans ce cadre-là ? Ma conviction, comme je viens de le dire, c'est que la sécurité, ça s'affiche, ça doit se voir. Et donc aujourd'hui, je suis maintenant dans un job plus lointain du terrain, puisque je suis dans les services parisiens, les services centraux. Mais ma conviction, c'est que puisqu'il faut que ça se voit, il faut que j'y sois souvent sur le terrain. Donc c'est peut-être pas assez, mais j'essaie une fois par semaine d'aller rencontrer les gens sur le terrain. D'abord parce que j'y apprends plein de choses, parce qu'en écoutant les gens, on connaît la vraie vie, la performance, elle se fait sur le terrain. Et c'est en écoutant les collègues qui y sont tous les jours qu'on a des idées, des bonnes idées, parce qu'eux-mêmes, en fait, c'est eux qui nous les soufflent, les idées. Et puis comme j'y suis, évidemment, systématiquement dans mes programmes de rencontres avec les collègues, je fais un temps sur la sécurité, et soit on va faire une visite sécurité sur les chantiers, soit on m'explique dans une ingénierie ou dans des services comme des services informatiques ou télécoms comme l'Unitep, on m'explique les démarches qui sont engagées, et puis là je challenge un peu, on se pose des questions, et parce que entre l'appartement témoin qu'on pourrait avoir envie de présenter, puis la vraie vie, je sais bien qu'il y a un écart, j'essaie d'écouter les gens le plus possible, parce que c'est en général les gens qui savent. Et on a parlé effectivement de la nécessité d'impulser en tant que leader cette culture de sécurité. Est-ce qu'il y a dans ton parcours des moments, des événements de type sécurité qui t'ont impacté en tant qu'individu, en tant que personne, qui ont renouvelé cette certitude, cette conviction de la sécurité ? J'allais dire oui, malheureusement. J'évoquais tout à l'heure des gens qui meurent au travail dans notre industrie, ce qui a considérablement changé mon point de vue, qui a fait que le sujet n'était plus un sujet politique ou théorique que j'aurais récité comme un bon élève que j'essayais d'être. C'est malheureusement le décès d'un monsieur, un très très grand professionnel de la prévention des risques, qui est tombé de 30 mètres dans la centrale que je dirigeais à Richemont. Il se trouve que mon adjoint arrive, les yeux, il n'a pas besoin de me parler, j'ai compris que quelque chose de dramatique se passe à ce moment-là, et donc je descends très vite voir, et j'arrive en quelques secondes là où ce collègue est tombé, et quelqu'un qui est tombé de 30 mètres, c'est terrible. Et pour lui, aussi pour son épouse et ses grandes filles que j'ai dû aller voir dans la foulée pour leur apprendre qu'ils venaient de perdre leur mari et leur papa. Pour lui, je me suis dit ce jour-là, maintenant, toutes les années qui me restent de travail, pour toi, je vais m'engager tout le temps, parce que je sais qu'il y a des gens qui meurent au travail, et ça, c'est pas acceptable. Donc voilà, au fond de moi, cet engagement, c'est pas de la théorie. Et quand on a touché ça, quand on a vu, et on est nombreux dans l'entreprise, à avoir vu des collègues qui sont morts, qui ont été gravement blessés, quand on voit ça, on dit mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Et donc maintenant que je suis en responsabilité d'une belle division, j'impulse cette conviction que j'ai, mais ça tombe bien parce que nous sommes dans un groupe, et nous sommes avec des dirigeants du groupe qui veulent impulser cela. La journée Stop Sécurité que l'on fait maintenant chaque année, c'est aussi pour dire ça, on éradique les accidents graves et mortels. Ça c'est un événement fondateur, marqueur, c'est en 2001 que cela m'est arrivé. Puis un autre, avec un collègue qui lui n'est pas décédé,
mais qui se prénomme Eric, qui est un collègue robinettier dans les centrales nucléaires. Ce qui a changé ma vision, c'est un accident gravissime de moto qu'il a eu. Ce collègue est aujourd'hui en fauteuil roulant. C'était un jeune papa, il est toujours un peu moins jeune, mais toujours papa, mais sportif, basketteur, et on faisait du sport ensemble, etc. Je savais que la route d'accès de la centrale nucléaire de Chaux était dangereuse. Je savais, comme tout le monde, qu'elle était limitée à 30 km/h. Je voyais, comme tout le monde, qu'on roulait plutôt à 40, 50, 60 km/h sur cette route d'accès dangereuse. Comme tout le monde, j'ai fermé les yeux. Un jour, je reçois un coup de téléphone, je n'étais pas dans la centrale. On me dit « Eric est sous une voiture, il est en moto, il est encastré sous la voiture, il ne bouge plus. » On m'informe quelques minutes après que heureusement il est vivant. Et puis j'apprends qu'il restera handicapé à vie dans un fauteuil roulant. Et ça, ce jour-là, je me suis dit que plus jamais j'ai le droit de fermer les yeux. Quand je sais que quelque chose met en risque les gens, même si ils vont dire « Oh, il nous s'enquiquine celui-ci à vouloir tout le temps qu'on porte son casque, qu'on porte nos lunettes, qu'on mette nos gants. » Parce qu'il y en a des règles, et ce sont pénibles les règles. Même si je sais que j'enquiquine les gens, quelque part, je me dis que peut-être, un petit peu, je contribue à leur sauver un petit peu de leur vie. Et donc, je ne veux plus fermer les yeux. Et c'est ce que je dis aussi à nos collègues jeunes et moins jeunes managers de la division. Ne fermons pas les yeux, osons dire et donnons du sens. Derrière les règles, c'est du sens. Derrière les règles, c'est de la vie. Alors, j'ai plombé l'ambiance là, mais voilà. Non. C'est du vécu, c'est du incarné. Vécu, et effectivement. Et c'est vrai que la sécurité, pour ceux qui n'ont pas vécu ce type d'événement, parfois on peut regarder ça de loin, effectivement. Pour autant, comment est-ce qu'on se renouvelle et comment est-ce qu'on innove en sécurité ? Pour justement ne jamais perdre ce fil, en fait, et cette attention, en fait. Alors, la question est bonne. Et là, j'ai beaucoup progressé depuis que je suis arrivé dans une division, donc la D-Team, la Dream Team, et qui avait engagé, avant que je n'arrive, donc vraiment, j'y suis pour rien, je félicite mon prédécesseur, qui avait engagé ce programme d'engagement pour la sécurité. Ce programme d'engagement pour la sécurité, il m'a permis de voir la sécurité encore de manière différente. Et là où je pensais que les règles étaient déjà très utiles et peut-être suffisantes, que la présence terrain était indispensable, ce que je pense toujours, j'ai découvert qu'il fallait qu'on aille au-delà grâce à des gens qui nous accompagnent, les gens de l'Institut pour la culture de sécurité industrielle, donc l'ICSI, et des gens qui partagent la culture de sécurité avec les grands groupes industriels, les pétroliers, je ne veux pas citer de nom parce qu'on ne les aime pas tous, mais les chimistes, etc., etc. Et ces gens de l'Institut de la culture de sécurité industrielle, de l'ICSI, nous ont dit aussi qu'il fallait qu'on travaille sur la perception du risque. Ils nous ont dit aussi qu'il fallait qu'on travaille sur le changement culturel et que c'est pas simple, qu'il fallait qu'on ose travailler à ce que les collègues et les salariés prestataires sur le terrain osent dire « stop chantier », ou ose dire no-go si toutes les conditions ne sont pas réunies. Ça semble évident quand on est dirigeant, quand on est manager. En fait, c'est pas si simple pour eux de dire stop chantier, no-go, encore plus quand on est un partenaire industriel, un prestataire, parce qu'on a peur de se faire engueuler. Et souvent, on se fait engueuler, parce que souvent, on se dit oui, mais la pression, elle est sur le planning, la pression, il faut que je rende le chantier dans les délais, etc. Non, la vraie pression, elle est sur la vie d'abord, donc sur la sécurité des femmes et des hommes. Donc, quand je sens qu'il y a un doute, quand je ne me sens pas à l'aise d'un point de vue sécurité, quand je ne peux pas appliquer une règle vitale, stop chantier ou no go, je n'y vais pas. Et malheureusement, un accident mortel qu'on a eu dans la division en 2019, les gens qu'on a écoutés après, qui étaient proches du monsieur qui est décédé, nous ont dit on ne le sentait pas. On ne le sentait pas, il y avait un truc qui n'allait pas bien, qui n'était pas comme c'était prévu. Ben ouais, dans ce cas-là, il faut oser dire stop chantier, no go. Et féliciter, nous leaders, nous managers, féliciter les gens qui osent dire stop chantier. Parce que le réflexe naturel, et c'était mon réflexe aussi avant de réfléchir à ce sujet-là, c'était de dire il nous manquiquine à vouloir arrêter son chantier, il ferait mieux de penser à travailler plutôt que de penser à s'arrêter. Oui, mais si c'est pour la vie d'abord, mon premier réflexe doit être de le féliciter. Est-ce qu'il y a des personnes dans ton parcours qui t'ont inspiré justement sur les sujets de sécurité ? Ça peut ne pas être chez EDF. Ça peut être dans le monde du foot ou ailleurs. Je devais le placer celui-là. La Désolée. perche. Non, alors il se trouve que mon parcours professionnel, en effet, il est chez EDF et j'en suis fier. Et je suis fier de cette
Je suis attaché à cette belle entreprise. Je parlais de mon premier directeur, donc Michel Tournier, qui était il n'y a pas très longtemps directeur du Thermique, qui donc m'a embauché. Lui, quand il me fait comprendre avec la démarche qu'on a engagée sur place qu'il fallait rendre la sécurité visible, bien sûr, c'est la première personne qui m'a inspiré des idées sur la sécurité, le management de la sécurité. Quand je parle de ce monsieur qui est tombé de 30 mètres, lui, il m'inspire d'une manière différente. Il me donne une conviction qu'il faut se battre à chaque instant. Et qu'on a beau se battre et qu'on a beau faire plein de choses, on peut encore faire face à des situations d'accidents graves ou mortels. Une autre personne qui m'inspirait, c'est un collègue d'EDF UK. Et j'ai été voir des collègues anglo-saxons d'EDF UK et qui me disent mets-toi en bleu à chaque fois que tu sors de ton bureau. Manager, quand tu vas sur le terrain, sois en bleu, donc en tenue de travail. Parce que si quelqu'un te dit, chef, il y a un truc que je veux te montrer, je suis pas à l'aise, machin, il faut que tu puisses y aller pour l'aider à le résoudre. Si t'es pas en bleu, comment tu veux le suivre et aller là où tu peux pas aller si t'es pas en tenue de travail? Donc ça, il m'a inspiré, ce collègue d'EDF UK, d'EDF Énergie. Et puis, une autre anecdote, toujours dans les cadres des partages entre exploitants nucléaires mondiaux, cette fois-ci c'est aux USA. Je suis avec Étienne Dutheil, l'actuel patron du parc nucléaire, et nous sommes tous les deux partis sur une immersion pendant 15 jours dans une centrale nucléaire dans le Vermont. Il y a de la neige, il y a du verglas, et on arrive, en tout cas moi j'arrive avec mes chaussures cirées, voilà. Et la première chose que le directeur nous dit en nous recevant, c'est « Chez vous en France, la sécurité, c'est pas prioritaire ? On ne dit pas safety first ?» Si, bien sûr, monsieur, écoutez, le plus grand parc nucléaire du monde, excusez-moi. Et donc, c'est normal, le jour où il y a de la neige et du verglas, vous êtes en chaussures cirées, vous ne mettez pas des chaussures à crampons. Et vous ne savez pas que vous pouvez glisser en sortant du parking en arrivant dans l'usine. Et alors que j'étais moi dans la centrale nucléaire de Chaux, et dans les Ardennes, il fait souvent très beau, puis mais de temps en temps, l'hiver, il y a un peu de neige ou de verglas. Et bien, en revenant, j'ai dit, mais c'est évident. En plus, il y avait plein d'accidentologie, de la bobologie, de gens qui glissaient sur le parking en descendant de la voiture. Parce que c'est un risque tout bête, on ouvre la portière, on fait pas gaffe, on glisse. Eh bien, je me dis, c'est évident, être un grand professionnel, c'est être un grand pro dans son geste technique, mais aussi dans ses postures, dont la posture sécurité. Et si un jour il y a du verglas, eh bien, pour sortir de ma voiture, il faut que je mette des petits crampons sous mes chaussures pour pas glisser. Quelque part, ce monsieur-là aussi m'a inspiré. On arrive au terme de notre entretien. Donc, on a entendu plein de recommandations, de conseils, intransigeance vis-à-vis de la sécurité, exemplarité, incarnation. Quels autres conseils ou recommandations pourrais-tu donner aux managers et leaders dès lors qu'il est question de la santé et de la sécurité des individus et plus largement d'ailleurs? Terrain. La vérité, elle est sur le terrain. La perf se fait sur le terrain, mais la sécurité se fait sur le terrain. Et globalement, la vraie vie, elle se fait sur le terrain. Donc, dégager du temps pour être sur le terrain. Accessoirement, ça nous permet de capter des choses qui sont beaucoup plus proches de la réalité que parfois ce que l'on perçoit d'un peu plus loin. Je sais combien tout nous empêche d'être présent sur le terrain. On a des dizaines de mails à lire par jour. On a un tas de podcasts à écouter. On a des webinaires, etc. Je sais que tout nous empêche. Et en tout cas, je sais que si on veut rester dans son bureau, on a de quoi s'occuper 8 heures par jour, très largement. Or, notre job à nous, leaders, c'est d'être avec nos équipes pour les emmener là où on souhaite les emmener, donc d'être sur le terrain. Ça, c'est le premier message. Et puis, deuxième message, mais qui est un petit peu plus personnel, ma devise perso, parce que je suis né en Berry, à Bourges, là où un monsieur qui s'appelle Jacques Coeur a grandi il y a quelques siècles. Et sa devise à lui, que j'ai fait mienne, c'est « à cœur vaillant, rien d'impossible ». Donc, aux managers, aux leaders, je dis « à cœur vaillant, rien d'impossible ». On peut faire changer les choses. On peut faire qu'il y ait éradication des accidents graves et mortels, qu'il n'y ait plus de morts dans nos usines, dans notre groupe. Mais pour cela, il faut le vouloir vraiment. Et quand je dis « à cœur vaillant, rien d'impossible », je pense par ailleurs qu'une des premières qualités d'un manager, c'est d'aimer les gens, d'aimer les femmes et les hommes dont on a charge. Eh bien, je nous dis qu'ensemble, on va y arriver à faire bouger les lignes avec nos partenaires industriels et avec l'ensemble des collègues sur le terrain au quotidien. Merci Olivier, une très belle conclusion. Merci infiniment. Sandrine. Merci et Stéphanie. merci à tous pour votre écoute. Rendez-vous pour le prochain épisode Parlons Leadership. Au revoir.